La semaine dernière, on annonçait 100% de victoire. Cette semaine, c'est pas tout à fait ça, mais Mathieu, je l'annonce. Moi, j'ai fait 2 sur 2. Donc voilà, c'est ou moi ou les autres, en J'applaudis. Non, mais sérieusement, on parlera foot ce soir. Foot classique, et puis on parlera de basket aussi, de hockey sur glace, et puis on parlera futsal avec nos 2 invités ce soir. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Vous venez du FC Kingersheim, donc vous êtes vous le capitaine, Hicham Tidba, et puis vous êtes entraîneur et joueur. Salim Diridi, bonsoir à tous les deux. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, je vais tester vos connaissances tout à l'heure, donc attention, soyez prêts. Interrogation orale. On commence par du tennis avec la grosse perf d'un Alsacien habitué de la rubrique haut de l'affiche, Pierre Hugerbert, bien sûr. Oui, puis il n'était pas tout seul, hein. Ça se passe en double. Il était accompagné de Nicolas Mahut. Ça se passait, regardez sur ces images, dimanche à l'Open d'Australie. Ils ont remporté donc tous les deux le tournoi en double contre le Finlandais Henri Kontinen et l'Australien John Pearce. Ils ont d'abord remporté le premier set 6-4, et puis le deuxième set était plus serré, mais ils sont donc poussés au tie-break, mais la supériorité des Français se fait ressentir, et ils concèdent seulement 1 point durant le tie-break. Deuxième set donc en poche, et la victoire en 2 sets, donc le deuxième set 7-6. Alors pour l'anecdote, hein, ce tournoi, ils étaient déjà en 2015 tous les deux. Ils avaient atteint la finale, mais ils n'avaient pas gagné. Et puis c'était leur premier tournoi tous les deux. Là, ça y est, ils le remportent. Et ça fait 2 quand même, je reprends mes notes, ils font partie des 8 duos à avoir gagné les 4 grands chelems à eux deux. Donc c'est pas rien quand même. Et ça y est, ils s'inscrivent quand même dans l'histoire, ces deux-là. Plus une Coupe Davis, tant qu'à faire pour Pierre Hugerbert, pour faire bonne figure, qui avait fait un joli parcours en simple aussi, hein, où il était au 3e tour avec un tableau très compliqué. Autre paire, 100% alsacienne, celle-ci qui a perfé ce week-end, Marine, celle de Danaded et Albano Olivetti. Oui, les 2 Alsaciens qui ont fait leur 2e tournoi de l'année, et qui dit 2e tournoi dit 2e victoire. Ils avaient déjà remporté le premier. Là, ça se passait ce week-end en Haute-Savoie. Regardez les images, voilà, de tous les deux vainqueurs, et puis on les félicite déjà. Et puis forcément, ça crée encore des jaloux. Il y en avait déjà la semaine dernière. On voit là dans les commentaires si on peut juste les repasser. Le premier qui dit ces mecs ils savent pas comment perdre les matchs, et puis le deuxième qui demande sinon vous allez faire combien de tournois cette année, juste pour prévoir le nombre de trophées en avance. Bon, ils suivent un petit peu à leur manière, hein, le duo Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert. Ils sont sur de grosses bases, en tout cas, avec effectivement 2 tournois de victoire. On va parler basket avec côté qui va pas. C'est la SIG, 7e défaite. Lapsus intéressant, 7e défaite en 8 matchs pour les hommes de Vincent Collet. Regardez, ça se passait ce week-end du côté de Pau. Pau, équipe en forme, hein, 2e du championnat. Les Palois en blanc, évidemment, qui ont fait une démonstration collective, ou plutôt la SIG qui a implosé sur le parquet de Pau. Les Strasbourgeois qui étaient menés de 10 points à la fin du premier tiers, de 25 à la mi-temps, de 30 à la demi-heure de jeu pour une défaite finale 98-57, humiliation totale avec le panier même du milieu de terrain des Palois en première mi-temps, défaite donc 98-57, 41 points d'écart. C'est la plus grosse défaite de la carrière de Vincent Collet. Les Strasbourgeois, comme dit, assez affectés. Grosse série négative pour eux. Et vous voyez au classement la SIG qui n'en finit plus de dégringoler. 7e encore pour l'instant, mais il y a des équipes au-delà de la 8e place, hein, au-delà des play-offables qui ont le même bilan. Ça devient très compliqué pour les Strasbourgeois qui n'ont pas le temps de gamberger. Réception en Ligue des Champions demain du Virtus Bologne. Victoire indispensable en plus contre le leader de la poule pour espérer croire à la suite à une qualification pour les 8e de finale, mais ça s'annonce très compliqué à 2 journées de la fin de cette Ligue des Champions en championnat. Il faudra rebondir lors de la réception de Cholet. Ce sera ce samedi au Rhenus Marine. Il y en a d'autres pour qui ça va un petit peu mieux, ce sont les Verts, Mathieu. Ça va pas un peu mieux, ça va beaucoup mieux pour direction l'Alsace du Nord. Pour les garçons de Gris Oberhofen, promus en Pro B après une saison dingue l'an dernier en National 1, et toujours sur un nuage dans une salle pleine. Regardez leur match, c'était ce week-end, des réceptions de Saint-Chamond. Saint-Chamond, c'est pas le nom le plus ronflant de la division, Saint-Chamond en rouge, mais qui était une victoire devant une équipe en forme, et les Grissois en vert dans leur salle comble qui eux ont fait une super partie. Il y a du rythme, on parle toujours de l'attaque. La défense, ça c'est un gros coup contre signé Even Smoke, les deux équipes au coude à coude en première mi-temps, mais Gris est devant, grâce notamment au boulot d'Evan Yates gets lost, comme dit le speaker de la salle, l'américain. Les Gris qui basculent quasiment au buzzer en tête à la fin de la première mi-temps. Tout va plutôt bien pour les Verts sur ce panier primé juste avant la pause. Deuxième mi-temps, Gris est toujours devant, mais ça ne décroche pas toujours le jeu très rapide, hein. Des Grissois, on court, on shoot, mais Saint-Chamond va revenir plusieurs fois dans la partie, au point de revenir à égalité et de mener au score dans les dernières secondes. Les 30 dernières secondes sont délirantes. Saint-Chamond est à +1, il reste 13 secondes à jouer. 2 lancers francs pour Saint-Chamond, qui rate les deux. Mathieu Guichard, 2 échecs, il reste 13 secondes. Gris doit marquer absolument. Et là, l'irrationnel. Le shoot est raté, la claquette derrière. C'est un rouge qui la met, c'est un joueur de Saint-Chamond qui, en voulant prendre le rebond, marquant de son camp, je vous la remets au ralenti.
Le shoot est manqué, la petite claquette. Gris était mené d'1 point, il mène d'1 point, il reste 5 secondes derrière. Mathieu Guichard qui a fait la boulette sur l'action précédente, prend le shoot pour la gagne pour Saint-Chamond. C'est manqué, Gris conserve son petit point d'avance et s'impose in extremis 82-81. Délire absolu dans la salle, finale complètement incroyable. Alors encaisser un but à la dernière seconde, enfin encaisser un but au foot à la dernière seconde c'est compliqué, au basket moi j'avais jamais vu. Salim, je pense que c'est le cauchemar, marqué contre son camp à la dernière minute, le but de la défaite. Exactement, c'est difficile de s'en remettre. Ça vous est arrivé déjà ? Pas le but de la défaite, mais ça m'est déjà arrivé de marquer la victoire, contre c'est un son peu plus fréquent quand même. Ouais. Au basket, comme dit, tout simplement, c'est du jamais vu. En tout cas, ça permet à Gris de continuer sa superbe série. 10 victoires, 6 défaites depuis le début de saison. Ils en visaient 12, 13 pour se maintenir. Ils ont 6 victoires d'avance déjà sur les relégables. Ils sont 5e pour l'instant du championnat, à une victoire de la 2e place, une victoire de Nancy. Où s'arrêteront-ils ? 10 victoires pour l'instant. Il y a un dernier match aller ce vendredi contre Poitiers qui pourrait permettre d'arriver à 11. On ne sait pas où s'arrêtera cette équipe. Écoutez Ludovic Pouillard, son coach. Si on peut être à 11 à la fin des matchs aller, on essaiera de se reparler avec les joueurs et puis voir jusqu'où on pourrait aller en fait, quoi. Mais on va continuer à essayer de produire ce basket-là. Je ne sais pas où il peut nous emmener, vraiment. Mais en tout cas, moi je prends du plaisir, vraiment. Et je pense que les joueurs en prennent aussi beaucoup. Donc voilà, ça se ressent aux entraînements. Non, c'est bien, c'est bien. Alors, il y en a d'autres qui n'ont pas marqué contre leur camp. Ce sont les joueurs du Racing, Mathieu. Ouais, c'est un concours de petits nuages entre le Racing et Gris. Ces deux-là marchent très très fort du côté de la Méno. Évidemment, vous l'avez suivi, c'était ce week-end la réception de Bordeaux. Je vous emmène à la Méno, match plutôt fermé. Il n'y a pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, si ce n'est cette frappe d'Adrien Thomasson, un des hommes en forme du Racing. C'est au ras du poteau. En deuxième mi-temps, c'est Matt Seltz qui lui, il n'a eu qu'un gros arrêt à faire, mais il le fait bien. Regardez cette main ferme quasiment dans la lucarne pour sortir ce ballon. Et alors qu'on se dirige vers un 0-0, ce centre de Pablo Martinez qui lobe le défenseur. Kenny Lala contrôle, frappe, petit filet, la frappe croisée absolument parfaite, elle est au bout du temps additionnel pour offrir la victoire au Racing. Le Racing lui aussi sur un nuage dans une méno à guichet fermé une fois de plus. Le Racing qui enchaîne une 4e victoire consécutive, qui est 5e du classement à 1 point de la 4e place de Saint-Etienne où les Strasbourgeois se rendront ce samedi. Le Racing 2e meilleure attaque du championnat, mais la grosse échéance de cette semaine, c'est bien sûr la demi-finale de Coupe de la Ligue. Bordeaux est de retour à la Méno, une de ces deux équipes sera en finale à Lille, du coup contre le vainqueur de l'autre demi, Guingamp-Monaco, les deux relégables. Il y a un coup à jouer évidemment dans cette compétition, rendez-vous à 18h45 à la Méno. C'est à guichet fermé, évidemment, ne rêvez pas, c'est plein. On va rester dans le football, mais pas tout à fait en fait. On va parler futsal avec nos deux invités du FC Kingersheim. Et puis on revient d'abord sur le match de ce week-end, Mathieu, avec vous. Ouais, ça tourne très bien pour eux, on en parle dans un instant. Ils sont leaders de leur championnat en 2e division, 2e niveau national, direction... Alors c'était pas chez eux, pas à Kingersheim ce week-end, c'était à Staffelfelden. Je vous emmène dans cette salle, match contre Plaisance, les Toulousains en blanc. Kingersheim, alors c'est à 4 contre 4, on le rappelle, le futsal, 4 plus 1 gardien évidemment, et les leaders du championnat qui ouvrent la marque en début de match. Mais tout va très vite au futsal, à l'image de ce coup franc quasiment du milieu de terrain qui trouve la lucarne, Plaisance qui égalise, et qui, même s'ils subissent dans le jeu, la moindre erreur se paye très très cher au futsal, il n'y a personne derrière pour rattraper les petites boulettes. 2-1 pour les visiteurs, Kingersheim qui va égaliser, on est toujours en première mi-temps, on joue sur 2 fois 20 minutes de temps effectif, il faut aller très vite, jeu collectif, une touche aux 2 max. De partout, Kingersheim qui domine allègrement la deuxième mi-temps mais qui va se faire surprendre sur cette action, se retrouver mené 3-2. Il y avait une seule défaite au compteur en début de saison, on a failli être les chats noirs, heureusement en toute fin de match la cage des visiteurs est pilonnée et c'est en infériorité numérique à 3 contre 4 pourtant que Kingersheim arrache le nul. Match nul, 3 buts partout. J'ai failli vous porter la poisse en venant ce week-end, j'ai eu très peur, Salim. C'est quoi, match nul 3-3 ? Quand on est leader à domicile, c'est évidemment pas une grosse perf, mais comme au foot à 11, dominer c'est pas gagné. Exactement, surtout avec la peur de perdre. Comme on sait qu'on est premier, on est un petit peu chassé par les équipes de derrière. Donc automatiquement, les joueurs se mettent un peu de pression et ça se ressent dans le jeu. On rappelle que vous êtes entraîneur et joueur de cette équipe. Hicham, en tant que capitaine, qu'est-ce qui manque sur ce match ? Pas grand-chose, parce qu'on va les voir en illustration, mais vous avez eu une flopée d'occasions, en termes de possession, de tir. Vous avez largement dominé. Qu'est-ce qu'il y a des jours comme ça où ça marche pas ? Il manquait un petit peu de chance. Si on savait ce qui manquait, on gagnerait. On gagnerait tout le temps, Ouais. c'est trop facile. Non, franchement, on a tout pour gagner, mais on manque à chaque fois de balles devant le but. Soit on manque beaucoup de De chance. chance. Quoi. Et
Voilà. Vous êtes leader de votre poule cette année. L'objectif, c'est quoi? C'est de monter en élite, en division supérieure? Exactement, on essaye de monter en première division, d'autant plus que les 2 dernières saisons, on a terminé à la seconde place. Donc du coup, là, on veut vraiment monter. Et comme essaye de l'expliquer mon petit capitaine avec sa petite moustache qui est un petit peu tendue, il a du mal à s'exprimer. Voilà, il faut qu'on ait plus de lucidité et qu'on soit plus tueur devant les buts. Comme vous l'avez dit, avec 31 actions devant le but adverse, c'est pas normal qu'on finisse avec seulement 3 buts marqués. Il y a eu une grosse domination, effectivement. On rappelle le futsal, hein, c'est pendant longtemps, c'est une discipline où même certains clubs, encore aujourd'hui, le jouent juste l'hiver pendant la trêve comme ça. Pour vous, c'est une discipline à part entière. Hein. Les gars de l'équipe chez vous, ils font que du futsal. On se spécialise, c'est des joueurs qui se consacrent uniquement à ça. C'est ça, ils pratiquent spécifiquement le futsal. Mais bon, c'est un sport qui est en train de monter. Rappelons que chez les scolaires, c'est le sport numéro 1 en France. Donc vraiment, voilà, là, les instances au niveau fédéral, la FFF a monté un projet pour justement porter le futsal à l'image de ce qu'ils ont fait avec le football féminin. Et on espère que justement, on aura le droit à des infrastructures dignes de ce nom, comme le Palais des Sports chez nous à Mulhouse, pour justement faire découvrir cette discipline. Le but, ce serait de jouer un match là-bas au Palais. Exactement, Ouais. c'est ça. Comment est-ce qu'on vient au futsal? Je vous ai entendu dire tout à l'heure en off que c'est assez technique, il faut avoir un nombre précis de joueurs qui viennent du foot à 11 pour faire du futsal. Comment est-ce que ça se passe? En fait, le futsal, en vrai, tout le monde en pratique, même sans le savoir. Comme il nous le disait Félix tout à l'heure, lui, il est acteur, il va jouer de temps en temps le dimanche avec ses amis, il pratique le futsal dans des fives, mais sans le savoir, il pratique aussi du futsal. Après, à force de jouer dans des petits périmètres, sur des petits terrains, on a une certaine technique qui se développe, et justement. Et c'est aussi un bon complément du football. Comme on peut le voir, les meilleurs joueurs du monde, que ce soit Neymar, Messi, etc., chez eux, dans leur pays, jusque 12-13 ans, on pratique uniquement le futsal. Et à partir de 13 ans, ils choisissent une discipline entre le futsal et le football en herbe. D'où ce contrôle un peu particulier qu'on voit sur les De images, la le semelle. contrôle semelle ou contrôle avec la semelle, parce qu'évidemment en salle ça fuse, la balle fuse beaucoup plus. Ce qui m'a étonné en le voyant, enfin on s'en rend compte, c'est qu'on se dit que c'est pour les joueurs très techniques, et en même temps il est quasiment impossible de faire la différence individuellement parce que le terrain est trop petit, les joueurs sont trop serrés. En fait c'est la vraie prime, elle est au collectif, elle est à la tactique. Elle est à la tactique, à l'image un petit peu du basket. Voilà, il y a des schémas que les joueurs doivent connaître à l'avance. Et voilà, c'est tactiquement, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou dans le jeu, chacun doit savoir où est-ce qu'il doit se déplacer pour ouvrir des espaces pour son partenaire. Physiquement aussi, Hicham, on ne le ressent pas différemment. On fait beaucoup moins de kilomètres en futsal que sur un terrain où il y a de l'herbe. Même les prises de vitesse, de changement de direction ne sont pas les mêmes, j'imagine. Non, c'est pas la même chose. En salle, c'est plus des allers-retours. Tu es plus vite fatigué, il y a plus de changements. À l'extérieur, tu peux te reposer sur une action un peu. Et c'est pas comme à l'extérieur du tout. Du coup, on travaille différemment la préparation physique pour jouer en salle, ou comment est-ce que ça se passe? Ah, ça, c'est la partie préférée des joueurs. Ah, on fait beaucoup de fractionnés. Faut être capable d'attaquer, de défendre, c'est-à-dire faire toute la longueur du terrain en aller-retour à fond. Et là, on est obligé de travailler physiquement à l'image du basket. Beaucoup d'allers-retours en salle, c'est des fractionnés sur 7 minutes. En ce moment, ils en mangent beaucoup. Ils n'aiment pas ça. Ils sont ravis. On continue de parler futsal dans un instant. On va sortir un petit peu on va prendre la direction du sud plutôt, direction le rallye de Monte-Carlo Marine avec Sébastien Loeb qui faisait son grand retour sur le rallye, mais sous ses nouvelles couleurs chez Hyundai cette saison. Oui, c'est ça. Regardez, tout de suite, ces images de lui, ça change hein, de le voir. On le voyait habituellement en Peugeot Citroën, et bien l'annonce en Hyundai. Alors, il avait déjà remporté le rallye Monte-Carlo 7 fois, mais il avait déjà remporté 7 rallyes, mais cette fois-ci, il termine au pied du podium. Il termine à la 4e place. Il termine à 13 secondes du 3e et laisse le 5e à seulement 1 seconde et 7 dixièmes derrière lui. Alors, il n'est pas entièrement satisfait de ce résultat, mais sachant que c'est une première avec donc Hyundai, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même pas mal. Et puis, en plus, ils sont arrivés tous les deux avec son copilote à quelques heures du coup d'envoi de la saison de rallye en provenance de Dakar. Regardez justement cette photo qu'a prise son copilote. Il a écrit juste à côté: je vous promets qu'on a essayé, mais avec un seul jour de test et après un mois de janvier éprouvant, je pense que ce n'est pas trop mal tout de même. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça fait un bel enchaînement après le Dakar qui était au Pérou évidemment cette année. On passe un peu moins chaud, au hockey sur glace cette fois-ci. Ça va un peu mieux du côté de Mulhouse, ça va de mal en pis du côté de l'Étoile Noire de Strasbourg Marine. Gros
dur week-end pour les Strasbourgeois. Oui, ils jouaient d'abord vendredi contre Nice. Ça se passait à la patinoire, donc à domicile pour la 36e journée de championnat. Regardez les images donc à domicile. Ça commence tout de suite, hein, voilà, dans deuxième minute de jeu. Et puis tout de suite Nice qui marque le premier but. Et puis ça s'enchaîne avec un lancer de loin pour servir tranquillement devant la cage. C'est difficile pour Strasbourg. Petite interception. On le voit ici. Et puis ça enchaîne encore pour Nice à plat. Ce troisième but. Nice qui met la pression sur la défense de Strasbourg. Strasbourg qui ont du mal. Et les Aigles sans forcer. Les Aigles de Nice qui continuent sur leur lancée. 4-0. On se dit que ça va être compliqué. Mais Strasbourg revient avec le premier but par Havlicek. Et puis le Palais qui passe ensuite derrière la cage. Puis devant, passe de Chapuis à nouveau Havlicek qui marque le deuxième but. Donc en moins de 3 minutes, 2 buts pour les Strasbourgeois. Regain d'énergie mais qui ne va malheureusement pas suffire pour les Strasbourgeois qui ne parviennent plus à marquer durant la fin de match. Et Nice qui met 2 buts à la suite. Défaite donc 2-6 pour les Strasbourgeois. Écoutez la réaction des joueurs et de l'entraîneur forcément dépité un petit peu après cette défaite. On voulait absolument le gagner. On a eu un très bon début de match. Après, on prend des buts sur des petites erreurs qu'on ne peut pas continuer à faire et sur la fin, ça nous coûte le match, quoi. C'était un match important. On essaie d'accumuler des points avant ce qui semble être les playdowns à fin février, début mars. Donc, une soirée un peu frustrante. Ouais, mauvaise passe pour l'Étoile Noire. Ça va mieux du côté de Mulhouse qui a enchaîné des victoires ces derniers temps. Les Mulhousiens qui ont abandonné la dernière place aux Strasbourgeois. Les deux clubs alsaciens, Mulhouse 11e, Strasbourg dernier, qui se partagent effectivement la dernière place et qui seront certainement concernés par les playdowns, un mini-championnat entre les 4 derniers pour sauver leur place parmi l'élite. Seul le dernier de ces playdowns descendra à suivre évidemment. On continue de parler futsal pour clore cette émission. C'est la partie dans le vestiaire maintenant. Je l'avais promis à tous les deux, on va la faire courte quand même. Petite question, est-ce que vous savez quand est-ce qu'est né le futsal? En quelle année? 70. Hicham? Un Une peu estimation? avant. 60. 1930, oui, c'était exactement avant. Vous savez où? Ouais. En Uruguay. Pas mal, waouh, punaise. Et puis alors, le premier championnat du monde de futsal, une idée de la date? Ça, par contre, dans les années 80. Mais on a un entraîneur là qui est pas mal, 82. Ouais, c'est franchement, je sais pas, il y a eu des antisèches là, quelqu'un a mis mon conducteur avant, comment ça se passe? On va plutôt parler de vous aussi. Vous avez commencé à quel âge le futsal, tous les deux? À quel âge? Je sais plus, c'est trop loin. Moi, à 16 ans. Moi, j'ai commencé à 20 ans. Comme vrai spécialiste, quoi. Enfin, en se consacrant uniquement au. Je jouais à l'extérieur, ensuite je me suis mis au futsal et maintenant je suis en spécifique, je fais que futsal. Pourquoi est-ce qu'on se dit un jour, voilà, je vais faire que du futsal, je vais arrêter le foot à l'extérieur? C'est parce qu'on est frileux, c'est ça? Est-ce que c'est une des raisons ou pas du tout? Ou c'est parce que c'est pas le même jeu? Non, c'est pas le même plaisir. On va dire que, comme vous l'avez pu le voir ce week-end, au niveau du futsal, ça va d'un but à l'autre, il y a beaucoup plus de spectacles. Des fois, à 11 contre 11 sur le terrain, il y a un seul ballon pour les 22. Voilà, 2 fois 45 minutes, c'est long. L'hiver, il fait froid. Les joueurs... C'est vrai qu'au futsal, on touche le ballon au moins, contrairement effectivement à 11 où les attaquants parfois ils attendent un peu. Après aussi, on peut jouer à un niveau de discipline qu'on ne peut pas atteindre à l'extérieur. Là, on a eu la chance début janvier d'être invité par l'équipe nationale suisse pour une double confrontation amicale chez elle. Et ça ne peut pas arriver ça à 11. On parlait de spectacle, on va regarder rapidement ces images de vous. Alors ça fait partie des dernières vidéos qui remontent d'il y a quelques années. Regardez. Alors voilà, quand je vous disais que c'était spectaculaire, c'était quand alors ça? Ça date un petit peu, j'avais encore des cheveux. Sinon, non, c'était il y a quoi, 6-7 ans je pense. Eh ben, c'était un très beau geste technique en tout cas. On suivra ça évidemment la suite de la saison du Kingersheim Futsal et puis une éventuelle accession en élite. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup Marine.